Bonjour à tous et à toutes, en particulier aux élèves des classes de 4e 1 et de 4e 2 du collège Charlotte Delbos de Tronget, et bienvenue dans ce qui constituera la dernière séance de cours, la 5e, consacrée à notre séquence 2, intitulée, je vous le rappelle pour la dernière fois, la liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Nous avons étudié, vu beaucoup de choses. N'oubliez pas d'ailleurs de bien apprendre vos leçons régulièrement, même à distance. Nous avons défini, il y a déjà de cela quelque temps, les rapports entre la liberté et la loi. Puis, la dernière fois, nous avons vu comment se fabriquait une loi en France, qui fabriquait la loi en France à travers l'exemple de la loi dite du mariage pour tous de 2013, autorisant le mariage homosexuel en France. Je n'y reviens pas, parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un droit, et pas n'importe quel droit, un droit essentiel de l'homme, et pas qu'en France d'ailleurs, le droit au logement. Et nous allons voir que ce droit au logement pose des problèmes d'enjeux contradictoires, et nous allons étudier cela ensemble. Grand E, les enjeux contradictoires du droit au logement, et donc la problématique coule de source, quels sont les enjeux contradictoires qui entourent le droit au logement en France aujourd'hui ? Alors, je vous propose de commencer notre étude par deux articles d'un texte ô combien majeur de l'humanité, puisqu'il ne s'agit rien moins que de la DUDH de 1948, autrement dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un peu la grande sœur de la DDHC de 1789, à la différence près que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 était un texte à portée française, à l'échelle nationale, alors que là, avec la DUDH, comme son nom l'indique, nous avons un texte de portée mondiale, autrement dit planétaire. Et la France faisant partie de la planète, la France est un des pays signataires de la DUDH de 1948 et elle l'a même très largement inspiré. Et alors, si on revient au texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous dit l'article 17 ? Eh bien, il nous rappelle ce que nous affirmait déjà la DDHC de 1789, que toute personne a le droit à la propriété. Et parmi le droit à la propriété, eh bien, le droit à la propriété d'un logement, d'un bien immobilier. Et on nous dit que nul ne peut en être arbitrairement, c'est-à-dire injustement, privé. Bon. L'article 25 nous précise également que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, ce qu'on peut aussi appeler le droit à la dignité de l'être humain. Et il est précisé, notamment pour le logement. Donc c'est clair, c'est net, c'est écrit en toutes lettres. Le droit au logement est un droit de l'homme, un des droits fondamentaux de la personne humaine, aussi bien en France que dans le reste du monde. Depuis le 5 mars 2007, le droit au logement n'est plus simplement en France un droit de l'homme, il est carrément devenu un droit opposable. Comme vous pouvez le voir sur le petit dessin qui illustre la diapo, c'est une catégorie de droit très particulière. D'ailleurs, c'est le seul exemple que je connaisse, moi, en tant que simple citoyen qui n'est pas un spécialiste du droit français, je dois bien le reconnaître. De quoi s'agit-il ? Eh bien, depuis le 5 mars 2007, le droit à un logement décent, c'est-à-dire suffisamment
confortable et sain pour que des personnes puissent s'y loger, est garantie par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, donc ça exclut les migrants clandestins par exemple, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. C'est-à-dire ces Français, ou d'ailleurs ces étrangers, puisque le texte précise que si vous résidez sur le territoire français de façon régulière, c'est que vous pouvez être aussi un étranger. Eh bien, si vous n'avez pas les moyens de vous loger, ou de rester dans votre logement, tout simplement parce que vous n'avez plus les moyens de payer votre loyer, par exemple, ou votre assurance de logement, eh bien, l'État a le devoir de vous trouver un logement décent. Autrement dit, ce qui est un droit du citoyen ou de la citoyenne est un devoir pour l'État. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre et à bien retenir. Votre droit, c'est le devoir de l'État. Et il est précisé, et c'est en cela qu'il s'agit d'un droit opposable, ce droit s'exerce le cas échéant, c'est-à-dire s'il le faut, par un recours devant la justice. Autrement dit, si vous ne pouvez pas vous loger décemment et que vous demandez à l'État de vous loger et que l'État ne vous trouve pas de solution d'hébergement, de logement, vous pouvez porter plainte devant la justice française et, le cas échéant, faire condamner l'État. La preuve, d'ailleurs, avec ce tout nouveau document, la France condamnée par la Cour européenne de justice. Ce texte date de 2015 et il nous apprend que pour la première fois, la Cour européenne des droits de l'homme, qui coiffe la justice française et qui coiffe la justice des 27 États membres de l'Union européenne, a condamné la France pour ne pas avoir accordé de logement à une famille alors même qu'elle devait le faire en urgence. Et c'est loin d'être un cas isolé. Alors certes, c'était la première fois que la France se faisait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette raison. Et depuis, elle a été condamnée à plusieurs reprises parce qu'on apprend que 60 000 ménages, c'est-à-dire des couples avec ou sans enfants, attendent d'être logés, dont 44 000 rien qu'en Île-de-France, et que déjà, la justice française, rien que pour l'année 2014, avait condamné l'État à plus de 8500 reprises pour n'avoir pas assuré l'obligation de relogement qui lui incombait vis-à-vis de Français ou d'étrangers en situation légale de résidence et qui étaient dépourvus de logement. Parce qu'encore une fois, la loi Dallot oblige l'État à une obligation de résultat. Le haut de Dallot veut dire opposable, mais ça pourrait aussi vouloir dire haut comme obligation de résultat. Et donc l'État a été obligé de mettre la main au porte-monnaie à plusieurs reprises, puisque depuis 2008, c'est-à-dire depuis que la loi est entrée réellement en vigueur, eh bien l'État a versé 65 millions d'euros de dommages et intérêts à ses victimes. Autrement dit, l'État ne fait pas correctement son boulot. Peut-être parce qu'il y a trop de monde à reloger, ça c'est bien possible, mais aussi parce qu'il faut bien le reconnaître, hélas, c'est un peu le problème, c'est qu'une amende c'est relativement indolore, parce qu'évidemment l'État est condamné à payer l'amende, donc l'État va payer l'amende, mais au fond, si vous vous demandez d'où sort l'argent des amendes, eh bien l'argent des amendes c'est l'argent des impôts de vos parents. Donc en fait, l'État, oui, ça lui coûte un peu, bien sûr, mais au fond, c'est pas vraiment son argent, c'est l'argent de tous et de chacun. Et donc l'argent qui part dans les amendes, eh bien dans les dommages et intérêts reversés aux familles qui ont porté plainte, eh bien c'est de l'argent qu'on ne retrouvera pas pour financer les écoles, les collèges, pour financer la défense nationale, la justice, etc., etc. Donc pour l'État, c'est relativement indolore. Ça explique pourquoi encore aujourd'hui, très régulièrement, l'État se fait condamner pour ne pas avoir relogé les Français ou étrangers
qui ont besoin d'être logés en urgence. Et pourtant, l'État possède dans son arsenal législatif, dans son arsenal de lois, l'État possède des armes pour éviter de se faire condamner par la justice, parce que l'État possède en particulier une arme significative et qu'on appelle la réquisition. Comme s'il m'est écrit en grosses lettres sur cette affiche. Alors, cette affiche est uniquement là pour vous montrer que la réquisition ne concerne pas que le droit au logement. Peut-être avez-vous vu des séries télé policières ou des films dans lesquels on voit un policier agiter les bras, arrêter une voiture et crier au conducteur de la voiture police, je réquisitionne votre véhicule, suivez le véhicule qui vient de démarrer en trombe. Un avis de réquisition, c'est un avis de confiscation. Mais de confiscation, comment dirais-je, dans l'intérêt public de la part d'un représentant de l'État. Et donc, par exemple, la fiche que vous avez sous les yeux concerne la réquisition de tous les chevaux valides pour l'armée française, tout simplement parce que le 14 novembre 1914, la France est en guerre contre l'Allemagne déjà depuis plusieurs mois, et que l'armée française a désespérément besoin de chevaux pour remplacer tous ceux qui sont morts pendant les combats. Et donc l'État se garde, dans les situations évidemment exceptionnelles, difficiles, le droit de confisquer, littéralement, de réquisitionner des biens qui ne lui appartiennent pas, a priori, puisqu'ils appartiennent aux citoyens et aux citoyennes. Et ce qui est vrai pour les chevaux en temps de guerre en 1914, l'est également pour les logements. Et tout simplement parce que, comme nous avons pu le voir l'année dernière quand on a étudié en géographie les inégalités de richesse dans le monde et que nous avons étudié le cas de la France, pays riche mais qui comporte un certain nombre de pauvres, nous avions vu qu'une des réalités de la pauvreté en France, c'est le mal logement. C'est-à-dire ces gens qui vivent péniblement au quotidien parce qu'ils vivent dans des logements qui sont dangereux, insalubres, c'est-à-dire dangereux pour la santé, dangereux tout court, ou qui sont des logements qu'on ne peut pas chauffer correctement, par exemple, et qui manquent donc du confort le plus élémentaire. Et le mal logement, ça n'est pas qu'une réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité qui a traversé, hélas, les époques. Et par exemple, en 1945, vous le verrez quand vous serez en classe de 3e, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après toutes les destructions de la guerre, la réalité du mal logement est particulièrement sévère dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous avez des millions de Français qui vivent dans des logements insalubres, voire dans de véritables bidonvilles, littéralement. Ce qui explique que cette loi dite de réquisition, mais dont le vrai nom est loi du logement d'office, qui date donc de 1945, qui a été prise en urgence, le préfet, c'est-à-dire le représentant direct de l'État, je vous le rappelle, préfet, représentant de l'État dans le département ou dans la région, selon l'échelon, après avis du maire, qui lui est un élu par les citoyens pour diriger sa commune. Donc le préfet, après avis du maire, peut procéder par voie de réquisition pour une durée maximum d'1 an, renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, c'est-à-dire vides, inoccupés ou insuffisamment occupés, par exemple un célibataire qui habiterait dans un logement de 300 ou 400 mètres carrés par exemple, pour les attribuer à des mal logés. Alors même si le maire est contre, parce qu'après tout le maire ne lui demande que son avis, mais même si le maire est le contre, le préfet peut réquisitionner un logement vide
pour y loger les personnes qui sont dépourvues de logement et qui risqueraient d'être condamnées à vivre dans la rue autrement. C'est ce que précise la loi. Les bénéficiaires sont les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes et celles à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue, notamment les gens qui ne payent pas leur loyer, quoi. Le bénéficiaire d'un logement ainsi réquisitionné est tenu de l'occuper lui-même, paisiblement, c'est-à-dire sans causer de troubles de voisinage, sans faire de trous dans les murs, sans abîmer le logement, d'autant plus que le logement ne lui appartient pas, vous l'aurez compris, et de verser une indemnité d'occupation, c'est une sorte de loyer, à condition évidemment d'avoir les moyens de verser cette indemnité. Bon, la plupart du temps, faut pas rêver, les bénéficiaires de ces logements n'ont pas les moyens de payer quoi que ce soit. Le local réquisitionné doit être vacant depuis plus de 18 mois, c'est-à-dire depuis plus d'1 an et demi. Donc on voit que l'État, depuis 1945, sous certaines conditions bien sûr, a les moyens de réquisitionner des logements vides pour y loger des gens qui n'ont pas de logement. La loi du logement d'office, qu'on appelle aussi la loi de réquisition de 1945, dont on vient de parler dans la diapo précédente, existe toujours, mais elle a subi des modifications au fil des années. C'est une loi qui a quand même près de 80 ans maintenant. Et la dernière, si j'ose dire, mise à jour, relève de l'année 2013. Elle est le fait de la ministre du Logement de l'époque, Cécile Duflot, que vous avez en photographie en haut à gauche de la diapo, qui reprend grosso modo la loi de 1945, mais en précisant un certain nombre de points, à savoir que l'État, à travers le préfet, peut réquisitionner donc des logements vacants, mais uniquement des bâtiments appartenant à des personnes morales sur le plan juridique, c'est-à-dire en fait des bâtiments dont les propriétaires sont des banques, des entreprises, des assurances, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus prendre des logements, réquisitionner des logements qui appartiennent à des personnes privées, c'est-à-dire des propriétaires, des personnes privées comme vous et moi, quoi. Donc, le logement de Maryvonne, je vous le rappelle, n'a pas été déjà réquisitionné par le préfet. Donc ça, c'est une première entorse à la loi. Et puis, Maryvonne n'est pas une banque, Maryvonne n'est pas une entreprise, n'est pas une assurance. Donc là encore, la loi ne peut pas s'appliquer. Bon. La loi Duflot, qui modernise donc la loi de réquisition de 1945, précise aussi que les logements peuvent être réquisitionnés pour 18 mois au lieu de 12. C'est-à-dire qu'on a rallongé la période pendant laquelle la réquisition peut se faire. Mais la loi Duflot propose aussi aux propriétaires d'éviter la réquisition à condition de mettre le logement vacant en vente ou de le proposer à la location, ou à faire des travaux nécessaires à la location, et beaucoup de propriétaires vont donc trouver une parade. Ils vont faire des travaux qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de faire avant, juste pour éviter la réquisition par l'État et par le préfet au profit des personnes mal logées ou sans logement. Près de 70 ans après, plus tard, eh bien, certes, les bidonvilles ont officiellement disparu de la circulation, si je puis dire. Certes, les dégâts de la Seconde Guerre mondiale ont été réparés depuis longtemps. Et pourtant, le mal-logement reste une réalité indéniable qui concerne plusieurs millions de Français à des titres plus ou moins graves. Et peut-être vous souvenez-vous l'an dernier de cette affiche que je vous avais fait travailler de la maman et de son enfant qui vivaient dans un taudis dénoncé par l'association de la Fondation Abbé Pierre. Eh bien, je vous présente une autre affiche, une autre version qui date de la même campagne publicitaire. Théo a cassé un carreau, certes, mais le reste, c'est pas lui.
600 000 enfants vivent victimes du mal logement aujourd'hui en France, hein, c'est-à-dire dans les années 2020, quoi. Et du coup, la loi de réquisition a été un peu modifiée, a été un peu reliftée, a été un petit peu modernisée pour tenir compte des réalités d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la loi Duflot, du nom de la ministre du Logement de 2013. Bon, pour faire simple, la loi reprend les mêmes dispositions que 1945, mais en limitant la possibilité de réquisition aux seuls logements appartenant à des personnes morales, c'est-à-dire pas des particuliers, pas vous et moi, mais des banques, des entreprises, des assurances, des institutions financières, et qui sont situées dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement. Donc ça veut dire que les préfets ne peuvent plus réquisitionner des logements d'un particulier, et ils ne peuvent pas les réquisitionner n'importe où sur le territoire national. Donc c'est une loi qui est plus restrictive que la précédente. Par contre, là où il fallait 18 mois de vacances pour qu'un logement soit réquisitionnable, eh bien là, la loi est passée à 12 mois. C'est-à-dire que passé un an sans locataire, eh bien l'État peut réquisitionner le logement. Et pour éviter la réquisition, le propriétaire, il a le choix entre mettre fin à la vacance de son bien, c'est-à-dire trouver un locataire, mettre un locataire, un ou des locataires dans son logement sous 3 mois, ou alors de vendre son bien immobilier, ou alors effectuer les travaux nécessaires à la location sous 24 mois. Et il faut reconnaître que c'est souvent la solution qui est choisie par des propriétaires pour éviter de voir leur logement réquisitionné. Alors, il est temps de passer à un autre aspect de notre séance. Marivonne et ses squatteurs. Ah, c'est presque le nom d'un groupe de rock, mais ça n'a rien de rock'n'roll. Marivonne, c'est cette Française, cette dame âgée, à l'époque de 83 ans, je dis à l'époque, c'est-à-dire il y a de cela 3 ans je crois, qui est sortie brutalement de l'anonymat à son plus grand déplaisir, parce que cette pauvre Marivonne s'est retrouvée victime de squatteurs, qui a fait prendre conscience au plus grand nombre que la loi, eh bien, la loi n'est pas toujours très bien faite, et vous allez le comprendre grâce au document qui va suivre. Pour rappel, Marivonne Tamin, 83 ans, s'est retrouvée dans l'obligation de regagner sa maison du 94 rue de Châtillon à Rennes, après le décès de son concubin, après la mort de son mari. Loin de retrouver un réconfort dans ses meubles, elle s'est trouvée face à une maison transformée en forteresse, barbelée, tessons de bouteilles sur les murs, serrures changées, par un collectif de jeunes précaires qui l'avaient squattée depuis plusieurs mois. Alors, le squat, qui a donné le mot squatter, hein, c'est un mot d'origine anglaise, je pense que vous en connaissez le sens, c'est quand on loge dans un endroit dans lequel on n'est pas autorisé à loger, tout simplement parce qu'on n'a pas demandé l'accord du propriétaire. Bon. Et les squatteurs avaient pris la peine de placarder un texte de loi sur la porte de la maison, qui était devenu un squat. En effet, depuis la loi Dallot, c'est-à-dire le droit au logement opposable du 6 mars 2007, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, les droits des occupants d'un bien immobilier sont renforcés, peu importe la façon dont ils sont entrés dans les lieux. Autrement dit, si quelqu'un rentre chez vous de force, et je vous assure que c'est authentique ce que je vous dis là, si quelqu'un rentre chez vous de force, fait venir un serrurier, fait changer les serrures et s'enferme littéralement chez ce qui était chez vous et qui est devenu chez eux, eh bien, passé 24 heures, je crois que c'est 24 heures le délai, ou peut-être 48 heures,
vous ne pouvez plus les faire expulser, les nouveaux venus, les envahisseurs si je puis dire, les intrus, vous ne pouvez plus les faire expulser par la force publique, il faudra une décision de justice. Et là, c'est le tout début d'un véritable parcours du combattant, parce que vous allez devoir faire la preuve que vous êtes bien le réel propriétaire ou locataire du lieu qui vient d'être envahi. Et ça sera plus facile à dire qu'à faire, parce que si vous réfléchissez bien, tout ce qui peut prouver que vous êtes locataire ou propriétaire, c'est-à-dire titre de propriété, c'est-à-dire facture de gaz, d'électricité, impôts, etc., en général, c'est sous forme de papier, et c'est sous forme de papier conservé à la maison. Or, si vous ne pouvez plus mettre les pieds chez vous parce que des squatteurs vous ont littéralement enfermé dehors, vous pouvez vous retrouver parfois en très grande difficulté pour démontrer à la justice que vous êtes le vrai propriétaire ou locataire du lieu envahi. C'est une bizarrerie de la loi française, c'est pas la seule, mais celle-là est particulièrement mise en valeur à chaque fois qu'il y a un problème de squat. Alors je vous rassure, Marie-Vonne a fini par récupérer sa maison sur décision de justice, mais ça a pris plusieurs mois, même si on peut penser que la justice a un petit peu accéléré les choses suite au battage médiatique de cette affaire. Mais elle l'a récupérée dans un triste état, car les squatteurs, avant de vider les lieux, et avant que la police ne récupère le logement pour le rendre à Marie-Vonne, les squatteurs avaient à peu près tout cassé à l'intérieur. Et en fait, ça pose le problème, et c'est là où je voulais en venir, cette mésaventure arrivée à Marie-Vonne, ça pose un problème véritablement de dilemme moral, c'est-à-dire que d'un côté vous avez une propriétaire qui a le droit d'être propriétaire de sa maison et qui n'a pas l'obligation de l'habiter, qui n'a pas l'obligation non plus de loger des locataires, des habitants dedans, donc c'est Marie-Vonne. D'un autre côté vous avez effectivement des jeunes qui ont le droit à un logement, puisque c'est un droit de l'homme incontestable, c'est même un droit de l'homme opposable. Par contre, le souci, c'est que ce collectif de jeunes, outre le fait qu'il a complètement dégradé l'intérieur de la maison, ce qui est évidemment interdit, puni par la loi, a surtout procédé de lui-même à la réquisition du logement. Or, je vous le rappelle, seul l'État a le droit de procéder à une réquisition. Et encore, dans l'intérêt public. Un préfet, il ne va pas réquisitionner un logement comme ça pour le plaisir. Il doit motiver sa décision. Une réquisition, c'est lourd de sens. Donc, seul le préfet, représentant direct de l'État, a le droit de réquisition. Si vous réquisitionnez quoi que ce soit, c'est pas une réquisition. Si vous, en tant que simple particulier, vous procédez à une réquisition, c'est une confiscation injuste, autrement dit, c'est du vol. Donc, la justification des jeunes squatteurs qui disaient « mais de toute façon, nous, on fait qu'appliquer la loi, on ne rendra pas son logement à Marie-Vonne parce qu'on a besoin d'être logé, c'est la loi », cet argument n'a pas tenu, évidemment, devant la justice. Et j'allais dire heureusement. Parce qu'à ce compte-là, tout le monde peut confisquer la maison de son voisin. Ce qui nous conduit à une autre situation qui va nous proposer des enjeux contradictoires sur le plan civique. À savoir, justement, une autre occupation sauvage, parce que le squat, c'est très cousin de ce que l'on appelle en français une occupation sauvage. De quoi s'agit-il? Alors je vous ai trouvé un exemple d'une occupation sauvage sur Paris assez récemment. Une quarantaine de familles et de célibataires sans logis ont commencé à s'installer discrètement au 18 rue du Croissant dans un immeuble de 2500 m²,
anciens locaux administratifs appartenant à la chaîne internationale Citizen M Hotel. Donc là, on est dans ce que la loi de réquisition a appelé des personnes morales, c'est-à-dire des propriétaires qui ne sont pas des simples particuliers comme vous et moi pouvons un jour espérer l'être. Ce sont des groupes économiques, des banques, des assurances, etc., qui possèdent des immeubles pour en faire des bureaux pour leur entreprise, ou qui possèdent des immeubles pour en faire des placements immobiliers, un peu comme vous pourriez jouer au Monopoly, sauf qu'eux, ils jouent au Monopoly pour de vrai, avec de vrais immeubles. Et ça peut paraître curieux que des entreprises dont le but est de gagner de l'argent puissent collectionner des immeubles de bureaux très vastes, et surtout très vide, c'est-à-dire pas du tout loué, mais en fait, il y a une raison à cela, c'est que souvent ces entreprises ne veulent pas de locataires pour pouvoir revendre le bâtiment entier au plus offrant à des promoteurs immobiliers qui vont transformer ces logements en parking. Ça vaut véritablement un prix d'or des parkings dans Paris, notamment des parkings souterrains sur plusieurs étages, ou alors des galeries commerciales. Et vous ne pouvez envisager de transformer un immeuble de bureau ou de logement en parking, en supermarché ou en galerie commerciale que si l'immeuble est vide. Si vous avez des locataires à l'intérieur, il faut attendre que le bail soit fini pour les obliger à déménager. Ça peut prendre des années. Donc voilà pourquoi les grands groupes veulent que leur logement reste vide pour pouvoir les revendre bien plus facilement le moment venu. Donc ce bâtiment est vacant depuis plusieurs mois, tandis qu'un permis de construire a été déposé depuis 2016. Voilà, bon. Donc en fait, on est dans le cadre typiquement de ce qu'on appelle la spéculation immobilière. On garde vide ce qui pourrait abriter des mal logés ou des sans domicile fixe. Sauf que là, on n'est pas réellement dans le cadre de la loi de réquisition, parce que la loi de réquisition, je vous le rappelle, ne concerne que des logements à usage d'habitation. Or, des locaux de bureau, des locaux administratifs, ne sont pas considérés comme des logements. Un bureau, c'est pas une chambre à coucher. Parce que du coup, puisque les préfets hésitent ou refusent à appliquer la loi de réquisition, eh bien vous avez des simples citoyens regroupés dans des associations de défense des mal logés ou des sans-abri. C'est le cas en particulier de l'association du DAL, DAL, DAL comme droit au logement, qui n'hésite pas donc à réquisitionner des logements, mais de manière totalement illégale. C'est ce que l'on appelle les occupations sauvages. Et donc je vous propose de découvrir avec moi le texte de la diapo qui nous présente un exemple d'occupation sauvage de logement à Paris. Une quarantaine de familles et célibataires sans logis ont commencé à s'installer discrètement au 18 rue du Croissant, immeuble d'environ 2500 m², anciens locaux administratifs appartenant à la chaîne internationale Citizen M Hotel. Ce bâtiment est vacant depuis plusieurs mois, tandis qu'un permis de construire a été déposé depuis 2016. Il est situé dans le 2e arrondissement, donc en plein cœur de Paris, dans un secteur en déficit grave de logements sociaux. Plus d'un quart des logements sont inoccupés. Et sur l'ensemble de Paris, d'ailleurs, le taux monte à 8%, soit 110 000 logements vacants. Alors, si vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a d'un côté tant de gens qui n'aient pas de logement et de l'autre tant de logements vacants, en fait c'est simple. C'est que quand vous êtes une grande banque
ou une compagnie d'assurance et que vous avez à votre disposition un immeuble, eh bien, le plus intéressant, c'est pas de loger des gens. Parce que, bon, vous allez me dire, bah oui, si vous logez des gens qui payent un loyer tous les mois, ça rapporte de l'argent. Oui, mais ça rapporte pas beaucoup. Et puis, vous prenez le risque que vos locataires, au bout d'un moment, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, surtout à Paris, eh ben, vous prenez le risque qu'ils ne payent plus le loyer. Et alors là, après, pour les faire expulser, il faut des mois, voire des années pour obtenir une décision de justice. Donc quand vous êtes une grande compagnie d'assurance, un grand groupe bancaire, avoir des locataires, c'est pas très rentable. Non, ce qui est rentable, c'est d'avoir un immeuble vide et de le vendre vide, parce que vous le ferez raser, enfin celui qui va vous l'acheter le fera raser, et à la place, il va construire un grand centre commercial ou tout simplement, tout bêtement, un parking qui rapporte tellement plus que des locataires. Vous comprenez? Donc du coup, c'est aussi ce que dénoncent des associations comme DAL, le droit au logement, et c'est ce qu'on appelle la spéculation, c'est-à-dire refuser de loger des gens parce que l'on se dit qu'on a beaucoup plus d'argent encore à gagner en vendant un immeuble vide. C'est ça la spéculation, et c'est vrai que pour des associations qui défendent les sans-abri, c'est assez scandaleux comme attitude. Et ce qui est intéressant, c'est que cette occupation sauvage est soutenue, encouragée et même revendiquée par des affiches, des banderoles, par des associations qui viennent en aide aux mal logés ou aux SDF, donc des associations qu'on pourrait qualifier de caritatives, d'humanitaires, comme DAL, c'est-à-dire droit au logement, qui est très très offensive sur le plan médiatique pour dénoncer les lacunes de l'État dans la politique du logement, et qui dénonce même parfois l'hypocrisie du gouvernement qui, comme le dit cet extrait de texte que j'ai pris sur le site internet de l'association, qui laisse dans la rue en plein hiver des dizaines de milliers de personnes au lieu de réquisitionner les logements et locaux vacants dans notre pays. Et l'association estime à 3,2 millions de logements vides le parc immobilier qui n'est pas utilisé en France. Et autant vous dire que si ces 3,2 millions de logements étaient réquisitionnés, eh bien il n'y aurait plus de problème de mal logement en France, très certainement. Donc, il revendique l'occupation sauvage, c'est-à-dire illégale, j'ose pas dire clandestine, parce que quand on met des banderoles sur les façades, on ne va pas passer inaperçu, mais une occupation illégale, mais au nom du droit des gens à être logés. Et bien sûr, qui dit occupation sauvage, comme le laisse entendre l'adjectif sauvage, qui ne veut pas forcément dire violence, quand des sans-abri et des militants de droit au logement viennent occuper un logement vide, ils viennent pas forcément pour tout casser, mais malgré tout, par sauvage, ils font comprendre illégal. Donc quand une occupation est illégale, bien entendu, le propriétaire fait appel à la justice. Et bien entendu, la justice va logiquement prononcer un arrêté d'expulsion par la force publique des gens qui habitent illégalement le logement. C'est ce qui est arrivé aussi aux squatteurs de Maribonne. Donc, si on lit le texte de la diapo ensemble, ça nous donne ceci. La préfecture de police de Paris a fait évacuer l'ancien théâtre de la Gaîté Lyrique, donc c'était un autre bâtiment vacant, un ancien théâtre, occupé depuis vendredi matin par une soixantaine de sans-logis, soutenu par plusieurs associations dont AC, Action contre le chômage, et Droit au logement, donc le fameux DAL. Elle réclame au gouvernement un vaste plan de réquisition des logements et des bureaux vides dans la région parisienne. Alors quand vous voyez que le texte que nous sommes en train de lire date d'avant 2000, vous voyez que en fait le problème de l'absence de logement et de l'absence de réquisition, c'est un problème déjà ancien, ce que je vous laissais entendre tout à l'heure.
Et la préfecture de police de Paris a précisé avoir agi pour des motifs d'ordre public et de sécurité des personnes sur demande du propriétaire des lieux qui avait obtenu de la justice une décision d'expulsion immédiate des squatteurs. Et autrement dit, là, on arrive à un véritable conflit moral, presque un conflit de liberté. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui ont le droit à un logement et qui n'en ont pas. Et qui donc décident d'eux-mêmes, aidés par les militants de droit au logement, de trouver par eux-mêmes une solution en occupant des logements vacants, puisque l'État, qui a pourtant l'obligation de les loger, ne fait pas correctement son travail. Donc ça veut dire que l'occupation sauvage, elle est légitime. Sur le plan moral, elle se défend très correctement. Et j'imagine bien que devant un juge, les avocats de droit au logement mettent en avant le fait que l'État n'applique pas les lois de réquisition ou tout simplement ne donne pas suite à la loi Dallot, droit au logement opposable, que l'État est pourtant censé appliquer. Donc cette occupation est légitime, mais elle n'est pas légale. Et pourquoi elle n'est pas légale? Eh bien, tout simplement parce que quand vous occupez un logement qui n'est pas le vôtre, vous lésez le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas le droit d'user de son bien à sa guise. C'est comme si vous lui voliez son bien. Pensez à Marivonne, qui aurait bien voulu habiter à nouveau sa petite maison et qui ne le pouvait plus puisqu'elle était à la porte de chez elle. Or, quoi qu'on en pense, le droit de propriété est aussi un droit de l'homme et rien n'oblige un propriétaire à louer un logement vide. Il a parfaitement le droit de garder son logement vacant, ça ne regarde que lui. Donc là, véritablement, il y a un conflit entre des gens, des squatteurs qui agissent avec un but légitime et des propriétaires qui font appel à la justice parce que pour eux, et ils ont raison aussi, une occupation sauvage, bien que légitime, est totalement illégale. Donc vous voyez qu'on n'est pas prêt de trouver une solution satisfaisante et pour les uns et pour les autres. Et on en arrive donc à l'exercice que je vous propose en fin de séance, qui va nous permettre de faire un peu le point sur tout ce que l'on vient de voir, autour de la question des enjeux du droit au logement et du dialogue de sourds qu'il peut malheureusement engendrer autour de la loi de réquisition non appliquée et des occupations sauvages. Donc là, je me suis dit que le plus simple, pour bien vous faire comprendre les différents points de vue, c'était de faire parler les différents acteurs associés aux enjeux du droit au logement. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez 6 acteurs: la préfecture de police de Paris, le propriétaire du théâtre occupé, ça pourrait être Marivonne aussi, le tribunal de grande instance de Paris, autrement dit la justice, qui a son mot à dire, les pouvoirs publics, mais aussi un sans domicile fixe, un squatteur, si vous voulez, et enfin une association d'aide aux sans-abri, comme le DAL. Donc ce que je vais vous demander, vous l'avez compris, c'est de rendre à chaque acteur son point de vue, son propos, sa parole, dans les différentes bulles de la colonne de droite. Voilà, donc mettez-moi sur pause le temps de faire tranquillement l'exercice qui, je le pense, n'est pas très difficile. Voilà le corrigé de l'exercice. Donc pour la préfecture de police de Paris, il y avait une situation de trouble à l'ordre public. La sécurité des squatteurs n'était pas assurée puisque des immeubles de bureaux, c'est pas non plus des logements, donc c'est pas fait pour y vivre. L'évacuation s'imposait donc. Elle s'imposait donc puisqu'en plus ça avait été imposé par la justice. Le propriétaire du théâtre occupé, lui, il est propriétaire. Je fais ce que je veux de mon bien. Si je ne désire pas le louer, ça me regarde. Je n'ai pas à héberger des gens contre ma volonté.
Le tribunal de grande instance de Paris considère que avoir établi le caractère illégal de l'occupation des lieux, il ordonne donc l'expulsion immédiate des squatteurs sans délai, puisqu'on n'est pas dans la période de trêve hivernale. Les pouvoirs publics, commencés par le préfet, considèrent que oui, bien sûr qu'il est regrettable de voir des sans-abri dans la rue, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas non plus faire plus, il faut s'en tenir au budget, on ne peut pas loger tout le monde, c'est pas facile. Hein, si c'était l'État, il n'a pas non plus une baguette magique. Le sans domicile fixe, lui, il faut le comprendre aussi. Hein, il va quand même pas crever de froid dans la rue alors qu'il existe tant de logements vides. Quant aux gens du DAL et des autres associations d'aide aux mal logés ou aux sans-abri, eux, ils sont un peu fumasses, hein, ils sont en colère. Au lieu d'envoyer la police déloger les sans-abri, l'État ferait mieux de remplir son obligation de loger tout le monde. Donc encore une fois, on n'est pas prêt de voir tout le monde se mettre d'accord autour de la question des enjeux du droit au logement. Voilà, nous en avons presque fini. Moi, j'ai fini ma part. Il ne vous reste plus maintenant qu'à lire et à apprendre la leçon autour des enjeux contradictoires du mal logement. On en a donc fini avec cette question importante. Hein. Donc, vous allez voir apparaître le fameux dilemme moral entre la légitimité des occupations sauvages et leur caractère totalement illégal. Donc, apprenez bien la leçon qui met fin à cette séquence de EMC qui, je l'espère, vous aura intéressé et qui, je l'espère encore plus, vous aura permis de vous rendre compte que quand vous serez vous-même adulte, vous serez confronté à des questions de société et vous aurez votre mot à dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et cette fois-ci, ça sera pour de l'histoire. À bientôt.